Ma première question, c'est que vous avez plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des télécoms, dont une grande partie passée à Vodacom. Comment vous expliquez cette relation avec les télécoms? Qu'est-ce qui vous passionne dans ce secteur? C'est une très belle question et merci de la poser. En fait, ce qui me passionne dans le secteur des télécoms, c'est la capacité qu'il a de changer la vie des gens. J'ai eu l'occasion, dans mon passé professionnel, de lancer le premier réseau de télécommunications mobiles. À l'époque, c'était au Niger. Et j'ai eu cet honneur et cette chance de pouvoir assister au changement, littéralement au changement de la vie des gens. Je pense que ça c'est vraiment ce qui, moi, personnellement, me motive le plus. Au-delà, bien sûr, de pouvoir donner la connectivité et changer la vie des gens au quotidien, pouvoir ensuite leur donner la capacité de se connecter à Internet et d'avoir accès à l'information mondiale instantanément. Et le troisième élément, c'est l'accès aux services financiers qui changent également la vie des gens. Donc, pouvoir se connecter au monde par la voix, ensuite par le SMS, par l'Internet, par les services financiers, c'est ce qui rend notre métier absolument exceptionnel. Alors, la RDC a fait des progrès en matière d'accès aux télécommunications et aux services associés, mais les marges de progression restent importantes. Fort de votre expérience justement dans le secteur et de votre connaissance de la RDC, puisque je dois dire que vous avez passé une bonne partie de votre vie dans ce pays. Dites-nous quelle est la spécificité de ce marché et sur quel levier on peut actionner pour toucher le plus grand nombre de personnes. Alors, comme vous le disiez, j'ai passé une grande partie de ma vie effectivement à RDC. Je compte 29 ans au total, entre ma jeunesse et puis ma carrière professionnelle à RDC. Je pense qu'il est important de remettre la RDC dans son contexte. C'est un pays-continent qui fait 7 fois la taille de l'Allemagne, qui a 9 frontières avec des pays voisins, qui a un accès très limité à la mer, je pense que c'est 40 km. Donc ça fait partie des challenges structurels du pays qui vont avec les opportunités. Donc pour revenir un petit peu sur les conversations qu'on a pu avoir, je pense qu'il y a une partie réglementaire sur laquelle il faut continuer à travailler. Il y a une partie fiscale et juridique qui doit permettre l'encouragement des investissements. Il y a une partie de mise en relation des différents acteurs. On a parlé de mutualisation de réseau, on a parlé de formation de la jeunesse pour s'assurer qu'il y a une adéquation entre les besoins des entreprises et les départements, que ce soit éducatifs ou les formations. Et on voit que de plus en plus, c'est en train d'arriver. On a besoin également d'une ouverture sur les marchés internationaux, que ce soit les marchés de capitaux, mais également les marchés de services. Donc il y a cette nécessité de pouvoir se connecter avec des infrastructures solides et résilientes pour avoir cette demande de capacité qui est explosive dans notre pays, pouvoir servir cette demande et en technologie, mais également en services et en applicatifs. Et puis pouvoir utiliser la puissance de la technologie pour, je dirais, alimenter et aider tous les autres leviers de croissance, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, l'industrie, les entreprises. Les télécommunications et la technologie sont vraiment un levier, on utilise un petit peu cette expression galvaudée, un levier de développement, mais ça l'est vraiment, c'est vraiment réel, ce n'est pas un mythe, et on a vu dans tout un tas d'autres pays des exemples clairs où l'augmentation du produit intérieur brut était directement liée au taux de digitalisation. Donc on a le sujet sur la pénétration également des smartphones, s'assurer que les smartphones de 4e génération puissent être disponibles à des prix accessibles, la connectivité rurale, je dirais l'autonomisation des communautés pour s'assurer que des écosystèmes ruraux puissent fonctionner, que ce soit avec les télécoms, mais également la santé, l'agriculture, l'éducation, qu'on puisse avoir des zones de développement autonomes pour les différents éléments qui font la croissance
du pays, que ce soit au niveau humain, mais également industriel et au niveau des services. Alors, vous avez parlé de la connectivité rurale. Pour beaucoup d'experts, la connectivité par satellite vraiment est la solution, disons, la plus adaptée, surtout dans des espaces difficiles d'accès et des territoires vastes. Comment cette connectivité-là est perçue à Vodacom? Est-ce comme une opportunité ou comme un défi? Alors, Vodacom, comme les opérateurs historiques, ont utilisé et utilisent toujours la connectivité satellite, et ce depuis le premier jour. Les technologies satellitaires ont évolué, on parle de différents types de satellites maintenant, les géostationnaires, les satellites à orbite basse. Donc il y a une évolution technologique du satellite, et c'est quelque chose que l'on salue et sur lesquels on s'appuie de plus en plus. Mais on aura toujours un problème de capacité. Pour les zones rurales où on a besoin de faibles capacités, c'est la solution, je dirais, d'entrée. Viennent souvent après le déploiement de réseaux micro-ondes, ce qu'on appelle le réseau microwave, donc ce sont des ondes qui permettent de connecter les sites à distance. Et puis le troisième moyen, ça va être la fibre. Donc en fonction de la segmentation, de où se trouve le besoin, quel type de besoin, et les distances pour pouvoir les connecter, on a ces trois moyens, c'est-à-dire le satellite, le microwave et puis la fibre. Donc on est toujours acteur dans ce domaine-là. Et pour nous, le satellite fait partie des différents outils que l'on a utilisés, qu'on utilise et qu'on continuera sûrement à utiliser pendant de longues années pour pouvoir connecter les zones rurales les plus reculées. Et c'est ce qu'a fait Vodacom depuis 2013. On avait lancé à l'époque 800 sites de connectivité rurale qui étaient déjà basés sur le satellite et sur des panneaux solaires et un système de batterie. Et ça fait partie de notre roadmap pour la connectivité, mais également pour réduire l'empreinte carbone que l'on a sur la planète. Et ces sites-là, on les a fait évoluer de la 2G à la 3G, et maintenant on est en train de la faire évoluer vers la 4G. Donc, ça fait partie de notre portefeuille d'actions mise en place maintenant depuis plus d'une décennie, et on est content de voir que l'industrie en général et les différents acteurs maintenant s'y intéressent. Et encore une fois, on est fiers et honorés d'avoir pu être les pionniers à ce niveau-là. Alors, le service M-Pesa de Vodacom domine le marché avec plus de 50% de parts. Quel est le secret de cette réussite? Alors, le secret, je dirais, c'est la stratégie, le travail et je dirais la motivation et l'exécution délibérée de notre mission. M-Pesa a commencé maintenant il y a plus de 10 ans, et on est très fiers de voir la confiance que nous a accordée la Banque centrale, les institutions publiques et réglementaires, mais également nos clients. On a aujourd'hui une série de services M-Pesa qui va du simple transfert d'argent et retrait d'argent jusqu'à des solutions beaucoup plus élaborées et complexes pour les entreprises, mais également pour les individus. On a un système de prêt, on a un système qui permet également les paiements multiples que les entreprises ont besoin de faire. On a ouvert nos API pour permettre aux développeurs, également la nouvelle génération de développeurs, de pouvoir se connecter et offrir leurs services avec un moyen de paiement instantané, sécurisé et disponible sur la majorité du territoire. À partir d'un simple téléphone 2G, on arrive à faire des transactions M-Pesa. On a développé également une application M-Pesa avec ce qu'on appelle des mini-apps qui permettent aux développeurs, aux différents fournisseurs de services, de mettre en ligne leurs propres applications et d'intégrer ce paiement-là de façon sécurisée. Et puis M-Pesa, l'inclusion financière pour nous est également notre contribution à assurer le passage de notre pays dans la digitalisation. On connaît tous les soucis et les challenges qui sont liés au paiement en liquide, le transfert d'argent, les complications économiques, structurelles, mais également sécuritaires que ça peut poser.
notamment aussi dans tout ce qui concerne la lutte contre le blanchiment, la lutte contre les activités illicites. Donc, c'est un cercle vertueux qui consiste à digitaliser les paiements pour pouvoir également augmenter l'efficacité du système financier, que ce soit pour le gouvernement, pour les particuliers et puis pour les entreprises. Et on a beaucoup de services déjà en place, mais on a une longue liste de nouveaux services qui vont arriver au fur et à mesure que les besoins des différents segments de notre population et de nos entreprises vont évoluer. Donc on est très fiers de ce qui a été fait jusque-là, et on est comment dirais-je, ravis de pouvoir voir arriver ce changement des comportements, mais également des besoins de nos abonnés.